J'appelle autour de cette table d'estrade Jean-Louis Berger, chef du projet dans la transition 2050 de l'ADEME. J'appelle également directeur général. Directeur général, pardon. QC. Oui. Alexandre Kulinix, directeur technique Yard de la SMA BTP. Et Sébastien Duprat, directeur général de Cycle Up. Merci, on peut les applaudir, puisqu'ils ont pris du temps, en tous les cas, pour préparer cette table ronde et échanger sur cette thématique. Alors, Philippe, c'est toi qui introduis oui. le premier sujet, je crois. On va commencer avec Monsieur Berger. Donc, vous êtes chef du projet Transition 2050 à l'ADEME. Et l'ADEME a été chargé d'éditer, je crois que cette année, une étude sur les scénarios Transition 2050. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette étude ? Oui, alors voilà, on va démarrer. Alors avant de démarrer l'étude, je vais être dans la continuité de l'intervention de Philippe Biwix pour peut-être pas rappeler, mais montrer ce qu'est l'économie circulaire avec un angle un peu différent de ce qu'on fait à l'ADEME d'habitude. Pour les professionnels, pour les étudiants, on ne connaissait pas, mais il y a un schéma qui est très bien parce qu'il est issu de l'ADEME. Pour ça qu'il est très bien. Donc une roue, en fait, mais qui est un petit peu simple et puis qui a certains biais à notre avis. Et du coup, on propose, donc je suppose que c'est comme ça, voilà. Vous redonnez une image de l'économie circulaire un petit peu différente de ce schéma un petit peu simplifié et puis d'être dans la continuité de ce qu'a dit Philippe Biwix, on est complètement raccord là-dessus. L'économie circulaire, c'est d'abord de l'économie. Hein, c'est de la production et de la consommation. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des producteurs, il y a des consommateurs, il y a de la demande, il y a de l'offre. C'est de l'économie. Cette économie, elle génère des déchets, des effluents qu'on peut, ça a été dit, recycler éventuellement, valoriser aussi. Donc recyclage, c'est le recyclage matière. On a expliqué, du cuivre, je refais du fil de cuivre. La valorisation, c'est plus général et ça va inclure notamment la valorisation énergétique. Je brûle et je valorise l'énergie qui sort. Voilà. Et puis, cette économie-là, qui est l'économie classique, elle a besoin de ressources naturelles. Philippe Biwix en a parlé. Et là, vous avez la définition internationale des ressources naturelles, donc, où il y en a 5. Hein. Ce sont les énergies fossiles, tout ce qui est métaux et minerais dits non métalliques. En gros, je simplifie, les matériaux de construction. La biomasse, l'eau et les sols. Il faut oublier, c'est une ressource également. Et on a besoin de ces ressources-là et on essaie plus ou moins de les recycler. Et quand on ne peut pas les recycler, c'est en gris. On rejette, on met ça dans des décharges qu'on appelle des centres de stockage. Et finalement, là-dedans, l'économie circulaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est d'abord d'avoir en intermédiaire entre la production et la consommation. Pour le consommateur, c'est d'essayer de définir ses besoins. C'est quoi mes besoins ? Alors, il y a besoin de base, se loger, s'alimenter, s'éduquer, soigner, etc., etc. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai besoin de 10 t-shirts ou de 25 t-shirts, de 3 pantalons ou de 30 pantalons ? Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone neuf ou pas ? Voilà. Et l'autre, c'est que les producteurs doivent offrir des produits les plus durables possibles, on va dire. Et on a parlé de réemploi, de réparation. Vous savez que depuis le début de l'année 2021, il y a un indice de la réparabilité sur un certain nombre de produits, dont les produits électroniques. Et en fait, tout ça dans ce qu'on pourrait appeler techniquement une économie de ressources, mais en fait, c'est la sobriété. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Philippe Biwix. La sobriété, c'est une action qui est volontaire. C'est-à-dire que je chauffais à 21 degrés, je vais chauffer à 19 degrés. C'est complètement volontaire. Je faisais beaucoup de trajets en voiture. Eh bien, je vais regarder tous les trajets que je n'ai pas besoin de faire en voiture et je vais diminuer, entre guillemets, ma consommation de voiture. Et il faut la distinguer de l'efficacité, qui pour nous, l'efficacité technique, ce qu'a dit Philippe Biwix, typiquement, je vais chauffer à 19 degrés, mais je ne sais pas si je suis en chauffage électrique, je vais changer mes radiateurs et mes radiateurs vont consommer moins. Voilà, ils vont consommer 20% de moins ou 40% de moins. Là, je ne fais rien de plus qu'allumer mes radiateurs
je reste à 19 degrés, mais la technologie fait que je vais consommer moins d'énergie. Et il faut la distinguer de la précarité ou de la pauvreté. Ce n'est pas de la sobriété, c'est de la précarité. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'accéder à ses besoins de base. Et lorsqu'on parle de sobriété en général, et notamment de sobriété énergétique dans le contexte d'aujourd'hui, c'est ceux qui consomment beaucoup. C'est évident que ceux qui sont dans des logements qui ne sont absolument pas performants, des passoires thermiques, ils ne vont pas pouvoir chauffer moins. Alors, ils vont peut-être le faire parce que pour des problèmes financiers, mais s'ils chauffent à 16 degrés, on ne va pas leur demander de chauffer à 15. Donc il y a des gens qui, même dans le contexte d'aujourd'hui, qu'a très bien rappelé Philippe Biouis, il y a des gens, il va falloir qu'ils consomment plus demain. Le continent africain, à peu près 4 milliards d'individus d'ici une trentaine d'années, il faut qu'ils accèdent à leurs besoins de base. Et voilà. Mais pas forcément avec notre modèle. Et puis à côté de ça, je vais finir sur le schéma, il y a, alors pour les professionnels, vous connaissez les 7 piliers de l'économie circulaire, il faut tous les mettre en œuvre. On a parlé beaucoup de réemploi, réutilisation. Moi, je voudrais insister sur l'économie de la fonctionnalité. Alors l'économie de la fonctionnalité, c'est quoi? C'est qu'au lieu de vendre un produit, je vends un service. Et dans le domaine du bâtiment, typiquement, il y a une entreprise luxembourgeoise, il y a peut-être en France, hein, bon, j'ai eu l'occasion de voir celle-là, qui ne vend pas des pavés pour faire du pavage, elle loue les pavés. C'est-à-dire qu'une entreprise va paver, je sais pas, un gestionnaire de parking va paver, et puis au bout de 3-4 ans, éventuellement, il va vouloir changer. Au lieu de chercher à vendre ou balancer ses pavés, en fait, l'entreprise initiale va récupérer les pavés. Et en fait, au lieu, au départ, de sortir une somme d'argent pour acheter des pavés, eh bien, tous les mois ou tous les ans, elle va payer à l'entreprise une location de ces pavés-là. Donc ça existe, hein, y a d'autres types d'économies de fonctionnalité, mais voilà. Alors la sobriété, en fait, c'est l'élément essentiel qui ressort de nos travaux. Alors je vais la faire très courte. Au travail, on a 1700 pages à lire. Si jamais vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances, allez-y. On a fait 4 scénarios. En gros, il y a un premier scénario où on est vraiment dans la sobriété très forte, avec des impératifs réglementaires très forts. Et puis le 4, c'est on se lâche, aucune contrainte, et c'est la technologie qui va nous sauver. Enfin, a priori. Voilà. Et on montre en fait tous les impacts et les façons d'arriver à la neutralité carbone en 2050. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. Voilà. Et on voit bien, et ça a été dit tout à l'heure, qu'effectivement, c'est la sobriété, le comportement notamment qui va nous permettre plus que la technologie. Et dans le domaine du bâtiment, il y a des évolutions extrêmement fortes. Typiquement, dans le premier scénario, en gros, on construit 3 fois moins qu'aujourd'hui. Ouais. On construit 3 fois moins qu'aujourd'hui. Donc c'est quoi finalement l'économie du bâtiment dans un contexte où on construit 3 fois moins qu'aujourd'hui? Par contre, on fait énormément de réhabilitation. Énormément. À l'inverse, plus on va vers le 4 et plus on fait la construction neuve et moins on réhabilite. Et donc là, vous voyez ici sur la gauche, vous avez les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment en 2050. Donc sur la gauche, vous avez la valeur 2015 et vous voyez qu'on a une baisse quasiment de plus de 90%, sauf sur le S4, d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis sur la droite, vous avez la partie énergétique. Voilà, avec résidence principale, secondaire et autres. Et vous voyez que par rapport à 2015, en gros, les 2 premiers scénarios, on est à peu près à la moitié de la consommation d'énergie dans le domaine du bâtiment. Et puis plus on va vers le 4 et plus on s'approche de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque dans le 4, on est à peu près à 80% de la consommation d'énergie. Et en fait, c'est une transformation complète. On a même fait un document spécifique, on a appelé ça des feuilletons, sur la construction neuve. Et là, on a fait ça avec les professionnels pour regarder l'impact de 2 scénarios sur 4. C'est eux qui ont choisi les 2 scénarios. Typiquement, dans le scénario 1, les constructeurs de maisons individuelles, ils deviennent quoi? Ils s'arrêtent ou au contraire, ils font autre chose. Pour donner une idée, hein, dans la dernière décennie, dans le scénario 1, c'est 2000 logements neufs par an. Voilà. En gros, on est à 350 000 aujourd'hui à peu près, hein, pour faire court. Donc vous voyez l'enjeu, et c'est pareil pour l'industrie, pour toute l'industrie, c'est pareil pour l'agriculture. En fait, il y a des enjeux de transformation de la société, de transformation des métiers également. Et vous qui êtes en formation dans 10 ans, 15 ans,
vous allez, pendant les 10-15 prochaines années, vous allez avoir des révolutions qui vont se faire. Ce qui ne veut pas dire que ce que vous apprenez aujourd'hui ne sert à rien. Au contraire, c'est des bases solides. Mais en fait, on a des transformations du milieu professionnel. Voilà. Et puis pour terminer ici, donc vous aurez, je pense, accès aux slides. Il y a un site qui s'appelle transition2050.adem.fr où vous retrouvez tous nos travaux avec des documents très techniques, mais il y a aussi des documents très grand public. Vous avez un résumé exécutif de 14 pages qui est lisible vraiment par le plus grand nombre. Puis après, vous avez des chapitres, bâtiments par exemple, dans le gros rapport principal, où vous avez 60 pages sur le chapitre bâtiment, vous pourrez tout décortiquer. Voilà. Et puis vous avez, excusez-moi, un certain nombre d'autres travaux de l'ADEME sur la partie bâtiment, sur la partie climatisation également, autour de comment on économise de l'énergie, de la matière sur la partie climatisation. Et puis on a fait également avec le CSTB en parallèle de notre travail de prospectif, un travail de prospectif qui s'appelle « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». Vous pouvez également retrouver et vous verrez toutes les transformations que ces différents scénarios amènent. Effectivement, donc on voit que l'ADEME est très investie à la fois dans un éclairage, quelques éléments graphiques qui nous permettent d'avoir quelques mesures, quelques repères, mais aussi cette projection qui nous aide à effectivement nous orienter, peut-être imaginer le demain. Donc il y a un cadre un peu aussi juridique qui est un peu l'élément qui aide aussi à l'innovation. Mais là, du coup, je me tourne vers Philippe Estingois. Concernant l'agence qualité construction, là, on vient de voir, je dirais, on va dire le paysage que l'ADEME nous offre dans l'économie circulaire dans ce milieu du bâtiment, mais finalement, c'est quoi l'avenir et quels sont les moyens de divulguer, de promouvoir, on va dire, auprès de cette filière, ces orientations? Bien, merci, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par saluer les jeunes qui sont là, pour les féliciter d'avoir choisi une bonne orientation. Les métiers de la construction donc, sont essentiels pour demain et vous avez du boulot jusqu'à la retraite sans aucun problème, quel que soit l'âge de la retraite qu'on vous proposera. Alors, donc, je dirige l'agence Qualité Construction. Donc, c'est une association qui fête ses 40 ans cette année, qui a été créée à l'initiative de l'État en réponse à la loi Spinetta. Je suppose que les uns et les autres, vous savez de quoi il s'agit, de la loi Spinetta et des enjeux autour de la responsabilité civile décennale d'un certain nombre d'acteurs et puis de l'assurance dommage ouvrage donc, que doivent prendre les maîtres d'ouvrage avec un certain nombre d'enjeux autour de ça. Et en rebond à la loi Spinetta, donc, il a été créé un dispositif pour améliorer la qualité dans la construction. Je précise qu'améliorer la qualité de la construction, c'est le premier enjeu donc, au niveau de notre sujet d'aujourd'hui, hein, donc l'économie circulaire. Globalement, à vue de nez, le coût de la non-qualité dans la construction, toutes choses confondues, c'est de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires de la construction. Donc ce n'est pas complètement neutre hein, dans le bilan général. Alors l'AQC, donc association qui regroupe l'ensemble des grands acteurs de la construction, donc 52 membres, et qui est organisée autour d'un travail pour répondre au seul objectif qui est le nôtre, c'est la prévention des désordres dans la construction et l'amélioration de la qualité. Et donc on est organisé avec un dispositif d'observation et puis des dispositifs de prévention sur les produits et sur les techniques de construction. Alors, dans le cas de la prévention sur les produits, on a un travail essentiel, c'est d'essayer de qualifier le risque qui est pris donc, en utilisant un produit ou l'autre. Et ça, c'est essentiel par rapport à l'économie circulaire, parce que cette définition doit aussi intégrer les enjeux de l'économie circulaire. Et donc, en pratique, il faut avoir en tête que pour les assureurs, donc, qui sont vraiment donc, des acteurs essentiels donc, par rapport à ça, on a un petit job qui est les aider dans l'appréciation du risque. Et on les aide dans l'appréciation du risque en faisant un classement binaire, donc des produits et des techniques de construction, qu'ils soient en technique courante ou en technique non courante. Et donc,
les acteurs professionnels ici présents le savent, vous le saurez bientôt. Donc, dans les polices d'assurance qui sont passées, donc, il est prévu que les assureurs assurent dès lors que vous faites des travaux et vous utilisez des produits qui relèvent de la technique courante. Donc, relève de la technique courante tout ce qui est normatif, donc les normes européennes et françaises, les DTU, et puis aussi des recommandations professionnelles dites RAGE, dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure, et puis des règles professionnelles dès lors qu'elles sont validées par la commission prévention produits de l'AQC, et puis donc les avis techniques instruits par le CSTB dès lors qu'ils sont validés par la commission prévention produits de l'AQC. Et donc on a un rôle essentiel dans cette validation, puisque en donnant cette validation, on informe donc les assureurs que les produits et les techniques de construction ne présentent pas plus de risques de désordre au regard de la garantie décennale que les autres produits qui sont dans la même famille de techniques courantes. Excusez-moi, juste sur l'aspect produit, en fait, une des tendances, c'est du low-tech, c'est peut-être pas moins de produits, mais plus, on va dire, un environnement de solutions qui fait appel à moins de produits ou des produits un petit peu différents. Est-ce que ça sous-entend moins de boulot pour l'AQC dans l'observation ou au contraire, plus de vigilance? Alors, ça veut dire une autre vigilance. Donc, le réemploi des matériaux doit aussi s'appréhender au travers de la gestion du risque dans le cadre du réemploi. Dès lors qu'on fait du réemploi et que ça alimente un dispositif qui relève de la garantie décennale, il y a nécessité d'être capable de classer donc, cette situation de réemploi au regard des points que je viens d'évoquer. Est-ce que c'est la technique courante ou pas? Et là, il y a un enjeu fondamental, parce qu'on n'est pas très avancé sur ce sujet. Et l'enjeu fondamental, c'est effectivement écrire aujourd'hui les techniques de démontage, les techniques de stockage, les techniques de réemploi, et ça, effectivement, les entériner au travers du dispositif que je viens d'évoquer. Et c'est fondamental, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a un enjeu très très fort à avancer sur ces sujets-là. Je signale que les organisations professionnelles sont effectivement branchées sur le sujet et veulent avancer, en lien avec les assureurs. Pour pouvoir développer le réemploi, il y a besoin d'avoir une sécurisation de ce réemploi. Je précise aussi que par rapport au low-tech, qui est un sujet qui est très important pour nous, il faut aussi aborder le sujet de la réparation. La réparation, on donne des éléments de réparabilité, et aujourd'hui, dans les enjeux de réparation, il y a un enjeu sur les pièces d'usure, et pièces d'usure qui n'existent plus. Et donc, il y a un véritable travail à organiser autour de la mémorisation des caractéristiques physiques et mécaniques des pièces d'usure et de la capacité à les reproduire avec l'imprimante 3D dont on n'a pas encore parlé, mais qui, à mon avis, n'est pas un enjeu fondamental pour la construction brute, mais un enjeu fondamental pour la réparation. Mais ce n'est que mon avis. Alors, dans le cadre de nos activités, les acteurs et l'État nous ont confié le pilotage d'un certain nombre de grands programmes, parce que, effectivement, pour pouvoir atteindre les performances énergétiques qui sont souhaitées au regard des objectifs 2050, de la décarbonation, même si ce n'est pas directement dans la commande, il y avait nécessité de réécrire une partie non négligeable des références normatives, et en particulier des DTU, mais aussi des produits. Donc avoir de nouveaux produits, on en a évoqué tout à l'heure, hein, les travaux sur les isolants, c'était pas ça il y a 15 ans, hein, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Les travaux sur les équipements, c'était pas ça non plus il y a 15 ans par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, on a été amené à piloter un certain nombre de réflexions qui ont permis la production d'outils qui eux-mêmes deviennent des références normatives qui sont pris en compte par les assureurs. Et puis dans le cadre de ces réflexions, on est allé plus loin parce qu'on a permis de développer un certain nombre de réflexions, on a permis de développer un certain nombre d'outils. Et donc j'en cite
qu'une toute petite partie, mais des éléments qui sont vraiment fondamentaux. Donc le premier, c'est un travail sur le low-tech, ce sera réévoqué plus tard. Et je vous invite à regarder la bande dessinée donc, qui est citée ici, donc, et vous pouvez la télécharger gratuitement. Je vous invite aussi à écouter les podcasts, donc vous avez des casques, donc n'hésitez pas donc, à le faire tranquillement, c'est excellent, extrêmement pédagogique, ça a été très très bien fait. Et donc, rentrer dans ce dispositif-là, donc les acteurs, donc c'était pas simple hein, de mettre sur la table économie circulaire et low-tech. Hein, c'était dans le pilotage donc du programme qui a permis de le faire, ça a fait beaucoup de débats. Mais je fais le constat, donc grâce à certains acteurs, donc qui ont fait beaucoup passer beaucoup de messages là-dessus, il y a eu au final donc une bonne écoute des professionnels sur le sujet et il y a eu un travail particulièrement intéressant donc qui vous sera réévoqué et dont je vous recommande la lecture. J'ai écouté les 8 podcasts. Je confirme que il était formidablement monté, très pragmatique, très opérationnel, avec beaucoup de témoignages. Ce qui veut dire que, en tous les cas, on n'est pas sur une idée conceptuelle, on est déjà sur une pratique aujourd'hui, hein, et c'est ce que montrent ces podcasts. Donc, avec l'interview d'acteurs de terrain qui le vivent. Tout à fait. Voilà, et donc c'est tout à fait remarquable. Et puis le fil rouge donc est extrêmement pédagogique et donc permet de s'imprégner complètement hein, de tous les enjeux qu'il y a là-dessus. Et puis dans le cadre de ces grands programmes, eh bien donc le dernier en cours donc qui s'appelle Profil, donc on met à la disposition hein, l'enjeu de ces grands programmes, c'est vraiment de mettre à disposition gratuitement des professionnels, des élèves et de leurs enseignants d'outils. Donc, qui permet donc de se mettre à niveau par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Donc là, j'en cite quelques-uns. Donc il y a des applications numériques, donc c'est essentiel. Hein, donc on fait du numérique, donc pour faciliter le dimensionnement d'un certain nombre de choses. Entre autres, les pompes à chaleur. Donc ça paraît toujours très simple, les pompes à chaleur. Donc il y a des lots de bêtises donc qui sont faits dans le cadre d'installation, dans le dimensionnement et dans l'installation de pompes à chaleur. Et donc, bien faire son job, donc, ça fait partie de l'économie circulaire. Et donc, on a développé un outil donc, qui permet d'aider à dimensionner les pompes à chaleur, un outil sur les conduits, des outils sur le contrôle de chantier, etc. Il y a de nombreux dispositifs donc, qui permettent de faire des mesures. Il y a un enjeu essentiel aujourd'hui. Donc, on a une grosse théorie donc, sur la performance énergétique des bâtiments. Donc ça peut être complètement été évoqué tout à l'heure. En l'occurrence, il n'y a pas d'outil au niveau mondial pour mesurer la performance de l'enveloppe. Donc on est en train de créer, donc la France donc, sera pionnière sur le sujet, on est en train de créer un outil qui permettra de mesurer la performance énergétique de l'enveloppe d'un bâtiment, ce qui est tout à fait essentiel. Et j'imagine que pour les étudiants, ça doit quelque peu les surprendre que ça n'existe pas déjà. Donc il y a des outils web, il y a des fiches pratiques en tout genre, il y a des recommandations professionnelles. Et puis, très directement opérationnel donc pour les étudiants et leurs enseignants. Donc, il y a une valise pédagogique donc, dans laquelle on peut trouver donc, un ensemble de productions faites à partir de nos travaux et donc ensemble de productions donc, qui peuvent être utilisées par les pédagogues. Je confirme qu'on n'a pas fait le projet pédagogique, ce n'est pas notre job, mais on a mis à disposition des pédagogues et des étudiants d'un certain nombre de documents donc particulièrement utiles pour s'imprégner des différents enjeux que j'ai cités. Alors sur les présentations, vous avez toutes les adresses des sites sur lesquels vous pouvez télécharger, donc comme vous voulez, tous ces objets. Voilà. Je vous invite en effet à aller voir ce qui se passe sur ce site Programme Profil, où vous avez énormément d'informations techniques liées à vos métiers, parce que demain, vous allez sortir de l'école pour les étudiants, vous allez commencer à travailler dans le monde professionnel, vous allez installer une pompe à chaleur, vous allez installer une chaufferie, et hop, il va y avoir une panne ou un incendie. L'AQC permet en fait de structurer et dire est-ce que vous avez fait votre boulot comme il faut ou pas. Donc il y a cette méthodologie-là, ces préconisations-là sont hyper importantes et c'est une base de données de savoir-faire
qui est sur ces sites-là. Donc, gardez bien en tête toutes ces adresses-là. Sachant qu'effectivement, on parle de bonnes pratiques et on ne l'a pas évoqué dans l'économie circulaire, mais une installation mal montée consomme beaucoup, voire à l'arrêt. Une petite anecdote, je me souviens quand à l'époque je vendais des panneaux solaires, quelqu'un qui disait mais ça ne fonctionne pas, donc je relais sur mon ballon électrique, mais les panneaux solaires étaient montés à l'envers. Donc il y a aussi effectivement cet accompagnement de dire il y a pour les futures générations des bonnes pratiques, apprenons de nos erreurs. Et puis, il y a des fausses idées. Donc, j'ai cité la PAC, mais il n'y a pas que la PAC. Donc, un certain nombre de personnes disent, ben voilà, on a fait le dimensionnement X, pour être sûr que ça se passe bien, ben on va mettre 20% de plus. C'est totalement idiot. Totalement idiot, parce que donc, les équipements ont des rendements au regard du bon usage qui est fait. Si donc, on fait un surdimensionnement, on ne mobilise pas la PAC de bonne façon, et donc on a une usure prématurée et un rendement qui est très mauvais au niveau de la consommation. De même, si on sous-dimensionne, donc on n'a pas ce que l'on voulait, et donc si on sous-dimensionne, on aura tendance à rajouter donc un petit grille-pain parce qu'on n'aura pas assez de chauffage. Donc là, même chose, c'est pas bon. Donc il faut, et c'est important d'étudier, donc il faut faire le bon dimensionnement et on met à votre disposition des outils pour ça. Donc il faut quand même avoir quelques notions de thermique pour tout comprendre, mais ça c'est ce que vous apprenez et vous pourrez les utiliser et participer efficacement donc, à nos enjeux. Merci Philippe. Donc on va passer à Alexandre Kulinix, directeur technique Yard de SMA BTP. Donc Alexandre, vous êtes assureur. On voit bien que l'économie circulaire, toutes ces méthodes, quelque part, c'est en train d'amener des nouvelles pratiques. Pour un assureur, nouvelle pratique, ça veut dire risque potentiel. Du coup, un plombier chauffagiste qui veut intégrer des produits réparés chez ses clients, quel est le coût de l'assurance? Quelles sont les préconisations qu'il faut qu'il entreprenne auprès de son assureur? Il y en a en effet. Alors, c'est très bien de passer après Philippe et l'AQC parce qu'il a dressé un portrait de notre Bible à nous, à savoir ce qu'est la technique courante ou technique non courante. Donc, je n'ai pas de slide, mais comme vous voulez. Mais hop. Voilà. Et que les lycéens attendaient l'intervention de l'assureur pour se réveiller aujourd'hui et ils sont venus pour ça. Non, l'assurance, c'est vu comme un frein à l'innovation. Ça m'embête beaucoup. Malgré cela, il y a des enjeux qui sont en fait très fort du passage d'une économie linéaire à une économie circulaire parce qu'il y a des nouveaux risques et qui dit nouveaux risques pour les poseurs dit nouvelle responsabilité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on parle de Spinetta, de la garantie décennale, c'est qu'un assureur aujourd'hui, pour tous les chantiers de doc, je ne vais pas rentrer dans du jargon assurantiel et juridique, mais tous les chantiers qui sont réalisés aujourd'hui en 2022, on prend une prime d'assurance en 2022 et cette prime, elle doit suffire à payer tous les sinistres qui vont se déclarer pendant 10 ans à compter de la réception du chantier. Donc aujourd'hui, la prime que je prends, elle doit me suffire de manière pérenne, même si elle est capitalisée, à intervenir sur des potentiels sinistres qui se déclareront en 2033, en 2032. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. Je n'ouvre même pas la parenthèse de l'inflation. Savoir combien va coûter la réparation dans 10 ans avec l'augmentation du prix des matériaux, l'augmentation du prix de la main-d'œuvre, etc., c'est extrêmement compliqué. Et une petite aparté aussi sur les entreprises qui font les travaux, c'est-à-dire les entreprises d'installation, les bureaux d'études, les architectes, qui quelque part construisent ou rénovent des bâtiments, eux aussi payent les primes. Et plus vous avez de risques, plus le risque est flou, plus la prime est élevée. Ça s'analyse. Il y a le réemploi, si on entre dans le sujet du réemploi, on entend nouveauté, innovation. Le réemploi, il y a des corps d'État qui le font depuis des centaines d'années. Quand on parle aux gens qui font du monument historique, c'est des choses sur lesquelles il y a un cadre qui est déjà présent et qui permet de normaliser les compétences et normaliser la prime. Donc, qui dit innovation ne dit pas forcément surprime. Ça veut dire échange avec son assureur. En fait, sur les projets qui nous remontent, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, quand on dit qu'on est des freins à l'innovation, moi j'ai très peu de projets qui me remontent. Donc, est-ce qu'on est des freins? Non, il y a peu de projets qui nous remontent, donc globalement, il n'y a personne qui est bloqué. Donc, c'est un vrai sujet d'échange. Nous, on n'est pas là pour dire il faut tel type de solution et orienter
la stratégie de mise en œuvre de la transition écologique. Les assureurs, ils sont là pour l'accompagner et proposer des solutions assurantielles. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est clé. Donc, il ne faut pas qu'on soit perçu comme des acteurs bloquants, même si ça peut arriver sur certains sujets. Ce qui est important, c'est que, je reprends l'exemple d'une pompe à chaleur, par exemple. Aujourd'hui, si vous faites du réemploi d'une pompe à chaleur, la clé pour nous, ça va être la notion de performance. Celui qui pose une pompe à chaleur qui a déjà eu une utilisation préalable, il s'engage pour 10 ans sur la performance de cette pompe à chaleur. Donc nous, l'enjeu, c'est... Et le cadre de la loi aujourd'hui ne permet pas forcément un recours si aisé sur le fabricant, voire pas du tout. Donc le poseur, il prend 100% des responsabilités sur ce qu'il va poser comme matériel de réemploi. Donc ça, c'est un triptyque qu'il faut qu'on analyse, qu'on discute. Il y a des parcours de certification qui font aujourd'hui que les énergies qu'on peut qualifier de renouvelables, entre guillemets, sont qualifiées de techniques courantes chez nous. Je pense à tout ce qui est paille, fibre. Il y a plein d'isolants qui sont considérés aujourd'hui, paille, chambre, comme des techniques courantes chez nous, malgré que ce soit, entre guillemets, estampillé vert. Donc tout ça, ça participe, si vous voulez, dans les échanges, à la normalisation du risque. C'est ce que cherche l'assureur à faire au travers des documentations de l'agence qualité construction, au travers des remontées, des échanges qu'on peut avoir avec toutes les filières et toutes les fédérations professionnelles. Donc aujourd'hui, si je reprends l'exemple de ma pompe à chaleur, je dois m'engager, et l'assureur est là pour, en cas de disparition de l'entreprise aussi, pour payer pendant 10 ans les potentiels sinistres. Sur un produit qui d'ailleurs n'est peut-être plus aux normes, une pompe à chaleur de 2010 que vous voulez réemployer sur un bâtiment, est-ce qu'elle est encore aux normes? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Nous, on n'est pas des experts de la technique, on essaie de l'être et on essaie de bien s'entourer. Mais il y a un engagement de performance qui est réel dessus, il y a un engagement normatif. Celui qui fournit la pompe à chaleur, c'est plus le fabricant traditionnel d'il y a 10 ans. Ça peut être une plateforme de réemploi qui porte aussi des engagements et nous, ça nous va bien. Donc tous ces enjeux-là, on les analyse très clairement pour pouvoir délivrer nos conditions d'assurance. Et une technique non courante, il faut se battre contre cet adage qui dit que c'est une surprime. Non, il n'y a pas que des surprimes dans les techniques non courantes. Donc ça, c'est clé. Et tous les parcours de normalisation du risque, c'est ceux qu'on valorise. Donc clairement, nous, c'est dans ce cadre-là. Et s'il y a un truc à retenir sur la partie assurantielle des projets de l'économie circulaire, c'est qu'il faut échanger bien en amont. C'est clair que quand l'assureur est mis devant le fait accompli, parce qu'on est les derniers maillons de la chaîne, entre guillemets, sur un projet et qu'on détecte une difficulté, oui, les échanges peuvent être un peu irritants, parce que nous, on a juste besoin de comprendre ce sur quoi on s'engage sur cette période de très longue durée. Est-ce que justement l'effet rebond évoqué par Philippe Biwix tout à l'heure, l'aspect normatif pour cadrer, on va dire, quelque chose entre guillemets d'inconnu, ne fait pas en fait, ou ne nourrit pas, on va dire, cette suréconomie. Alors que effectivement, de ce que j'entends, ou ce que je perçois dans cette première partie du colloque, on a plutôt intérêt à aller vers la sobriété. Et donc on va dire que est-ce que finalement le produit, même s'il est ancien, même s'il ne répond plus à des normes ou à des performances attendues, mais est-ce qu'il répond aux besoins? Et est-ce que là, aujourd'hui, l'assurance, vous êtes directeur technique, accompagne ce projet de 2050 au regard du low carbone? Bien sûr, après il y a un sujet législatif entre guillemets, donc il faudrait changer pas mal Spinetta. Spinetta, ça a plus de 40 ans aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu obsolète dans le fonctionnement des responsabilités de chacun, et c'est vraiment des enjeux sur lesquels on est associé et on participe vraiment. Mais on est dans une judiciarisation de la société. Nous, notre intérêt, c'est de protéger aussi les entreprises de CVC qui s'engagent sur des performances qui n'ont pas changé au niveau du cadre législatif, et pour lesquelles cette judiciarisation de la société fait qu'il y a de plus en plus de contentieux aussi. Nous, on est là pour les protéger. On n'est pas là, entre guillemets, pour payer les petits aléas. L'assureur, il est là pour payer les enjeux sinistres qui mettent à mal la pérennité d'une entreprise. Ce que j'aime bien dans votre intervention, alors c'est vrai que nous, on avait lancé avec la ICVF un questionnaire d'enquête en début d'année pour essayer d'identifier quels étaient, selon en fait ceux qui ont répondu, les freins au développement, on va dire, de l'économie circulaire, si je devais embrasser beaucoup de choses dans le génie climatique. L'assurance, on va dire, ces questions d'assurabilité, c'est le top 3. Et finalement, vous dites que
c'est pas un sujet, parce que du coup, vous recevez peu de dossiers à traiter. Donc, on voit sur des chantiers que quand le maître d'ouvrage, le bureau d'études, les entreprises sont associés et sont pleinement investis dans la démarche, il y a 0 sujet. Mais en effet, on a très très peu de dossiers qui nous remontent, et le peu de dossiers qui nous remontent aujourd'hui sont pas bloquants. C'est un constat. Avec ma casquette SMA, je ne représente pas forcément l'ensemble des assureurs aujourd'hui, mais la difficulté qu'on a aussi sur le marché français, c'est qu'on a un système très protecteur avec la loi Spinetta, des tiers, mais l'assurance n'est pas là pour valider l'expérimentation de masse. Il y a des exemples concrets, hein, on a pu le voir. Hein. Par exemple, sur le photovoltaïque. Il y a 10 ans, le photovoltaïque, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 100 millions de primes d'assurance, 300 millions de sinistres. Donc c'est quelque chose qu'on a... La structuration de la filière ne s'est pas faite. Dans les autres pays, on voit que ça se fait en prenant un peu plus de temps, mais quand ça se lance, tout le monde suit. En France, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Les enjeux sont un peu éparses, et c'est clair que les assureurs ont du mal à assurer de l'expérimentation à tout va, en masse. Donc c'est cette structuration de la filière et cette normalisation des risques qui va nous permettre de donner des conditions assurantielles acceptables pour tout le monde. Et franchement, ça ne fera pas forcément augmenter les prix. Alors moi, j'avais une dernière question concernant justement cette notion d'économie circulaire dans la filière du CVC et du bâtiment en général. Est-ce que ça ne va pas amener en fait une réflexion sur une garantie, passer d'une garantie en fait de moyens à une garantie de performance? Et du coup, cette notion de performance va devoir être cadrée au niveau de l'ensemble des intervenants d'un chantier. Est-ce que vous êtes prêt là-dessus à aller sur cette notion de garantie de performance? Clairement, avec la RE 2020 et tous les enjeux de performance qu'on a, aujourd'hui c'est de l'obligation contractuelle, hein, mais c'est clair que demain, les maîtres d'ouvrage, on vend en bâtiment, on ne vend plus un 4 murs et des équipements, on vend une performance aujourd'hui sur les bâtiments. Donc c'est clair que la responsabilité des entreprises va être recherchée là-dessus, et nous on est en train de travailler sur un cadre extra-normatif pour accompagner cette garantie de performance entre guillemets. Après, la performance, c'est aussi l'usage qu'on en fait. Et là, entre la performance papier et la performance délivrée par l'usage du bâtiment, on voit que c'est extrêmement complexe de se mettre d'accord sur ces sujets-là. Oui, mais ça sera un autre débat. On fera une prochaine conférence sur cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de chimères aussi dans l'usage. Merci beaucoup. Donc, on va passer donc, à Sébastien Duparat, directeur général et cofondateur de CycleUp. Alors, CycleUp, Sébastien, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Sachant qu'en effet, le marché en France du déchet, c'est quoi à peu près? C'est 250 millions de tonnes de déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Moi, je suis, comme le disait Philippe dans son introduction, peanuts et plus. C'est-à-dire, je représente une entreprise émergente qui propose des modalités émergentes pour faire du réemploi en vrai sur les projets. Donc, CycleUp, c'est une start-up, on existe depuis 5 ans. On ne fait que du réemploi, rien que du réemploi, mais tout ce qu'il faut pour faire du réemploi. Et dans l'histoire de l'entreprise, on est parti d'une image un peu fantasmée du digital en disant on va faire une place de marché, l'offre va rencontrer la demande, les transactions vont exploser et moi je vais pouvoir encaisser des commissions et aller vivre aux Bahamas. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne suis pas aux Bahamas. Attention, il fait chaud aux Bahamas en ce moment. Voilà. Deuxième étape, on s'est dit les acteurs du bâtiment, ils ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne. C'est surtout un secteur du service et de l'expertise. Donc on développe autour de cette place de marché du service, de l'accompagnement, de l'ingénierie, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Et comme ça, en tenant la main des acteurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre ou entreprises, eh ben, on va les aider à sauter le pas et à aller gambader dans le monde merveilleux du réemploi et de l'économie circulaire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ensuite, on s'est dit, tiens, super, le problème, c'est le temps réel, c'est les flux. Nous, on n'avait pas d'entrepôt, on n'avait pas de camion, donc il faut à tout prix qu'on s'occupe de gérer du stock et de la livraison. On a ouvert des entrepôts. On a des gars et des filles qui conduisent des camions. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et on commence maintenant à se dire, puisque les acteurs du bâtiment ont l'habitude d'avoir comme fournisseurs et comme interlocuteurs des industriels qui proposent une performance globale, une gamme, des notices de montage, un emballage, un service de livraison séquentiel adapté à leur planning de projet,
alors il faut qu'on vienne presque enfiler les chaussures de l'industriel, qu'on fabrique des ateliers dans lesquels on va reconditionner, on va sélectionner, on va tester, on va être capable, nous aussi, d'être porteurs d'un petit bout de vérification de la performance pour que l'installateur, in fine, puisse se dire, moi je fais mon métier d'installateur, il y a quelqu'un qui a vérifié les performances. Et donc finalement, la chaîne de valeur de l'entreprise idéale, la start-up du numérique qu'on avait imaginée il y a 5 ans et ce qu'elle est aujourd'hui, il y a eu cette évolution-là. Alors après, je vais faire un focus spécifique sur la question du CVC, sachant que nous, on traite l'ensemble des corps d'état techniques. Et si on regarde notre historique de commandes et de transactions, chez CycleUp, on a déjà vendu des charpentes métalliques, des éléments de gros œuvre et de maçonnerie, des équipements de seconde œuvre, des groupes froids, des groupes électrogènes, des centrales de détection incendie, des baies informatiques. Tous les équipements techniques du bâtiment et les lots, qu'ils soient de seconde œuvre, du gros œuvre ou des corps d'état techniques, ont déjà fait l'objet de transactions. Pour autant, il faut être très décontracté. On vend quand même plus souvent des dalles de moquette que des groupes froids. Et la réalité, c'est qu'il y a des spécificités sur les corps d'état techniques et sur les CVC dont on ne peut pas faire l'impasse et l'économie. Et il faut bien se poser la question du comment je qualifie la performance, comment je qualifie mon gisement, comment j'analyse la durée de vie résiduelle et comment je ne mets pas en fragilité le détenteur du bâtiment qui va recevoir cette ressource en lui vendant quelque chose qui clairement ne vaut pas un clou, techniquement. Alors, pour ça, il faut que je dézoome 30 secondes. Dans un corps d'état technique, il y a certes des équipements actifs, mais il y a tout le reste. Alors si vous vous mettez au sport, vous n'allez pas commencer tout de suite par le base jump et le kitesurf. Vous allez peut-être faire un peu de footing, un peu de vélo et un peu de foot. Eh bien, si vous faites du réemploi dans les corps d'état technique en ne faisant que les gaines, les bouches, les chemins de câbles, les interrupteurs, les équipements inertes pour lesquels l'enjeu de performance il est proche de 0, vous allez déjà sauver quelques milliers de tonnes. C'est déjà ça de prix, quelques milliers de tonnes. Et si en plus après, vous réfléchissez en fonction de votre expertise et en partenariat avec des industriels ou des reconditionneurs à sélectionner quelques équipements actifs dont on est capable de garantir la performance, malgré le fait qu'ils aient déjà eu une première vie, ben là vous passez à la deuxième étape. Mais commencez pas tout de suite par le base jump en disant je vais faire tout de suite le groupe froid. Il y a des milliers de manières de démarrer le réemploi dans le génie climatique et peut-être qu'ils seront moins dramatiques. Et après, je rejoins les expériences qui ont été partagées. Le frein juridique, c'est un faux frein, puisque à partir du moment où on l'a levé, il n'a pas changé tant que ça les comportements et les pratiques. Nous, depuis 5 ans, tous nos produits sont garantis, 0 appel en garantie. Aucun des projets, que ce soit des giga-projets pour des tours à la Défense ou des Jeux Olympiques, ou que ce soit des micro-projets pour la salle de bain de Madame Martin à Saint-Ouen, jamais on a eu un problème lié à un assureur ou un bureau de contrôle, parce qu'à chaque fois qu'on met un peu d'intelligence et un peu d'ingénierie, et le réemploi, on arrive à le faire vivre. On objective le risque, on se met d'accord sur les protocoles d'essai, et à partir de là, on y va. Et donc finalement, le frein juridique ou le frein assurantiel, ce n'est pas le vrai frein. Le vrai frein, c'est que nous, pour l'instant, on est des nazes, on est des petits. On n'est pas aussi réactifs que le super fournisseur. On n'a pas 50 000 références disponibles tout de suite, livrables la semaine prochaine. Et comme le secteur s'est habitué à commander à la dernière minute aux mecs à qui on commande tout le temps d'habitude depuis 25 ans, forcément, nous on arrive là-dessus, on est un nouvel acteur, on est moins robuste que le fournisseur et le grossiste habituel, on a moins de références, et puis la référence qu'on avait cette semaine, on l'a vendue, donc on l'a plus la semaine prochaine. Donc la réalité, c'est que c'est nous, le secteur du réemploi, qui devons aussi faire l'effort de devenir à peu près aussi bon que l'économie linéaire. C'est bien, c'est facile de dire que Amazon c'est pourri, que la livraison J+1 c'est pourri, mais il faut se rappeler que c'est quand même une immense performance logistique. Et on ne peut pas juste dire Amazon c'est mal, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. C'est essayons d'être au moins aussi bons sur un certain nombre de critères que les acteurs de l'économie linéaire. Donc moi, je pointe du doigt les pratiques d'achat et de commande de la dernière minute, de je suis à l'arrache et voilà. Et puis je pose une autre question, c'est qu'on est quand même dans un secteur professionnel où on se rappelle que plus c'est cher, plus tout le monde gagne. Plus le prix de travaux est élevé,
plus les honoraires de maîtrise d'œuvre sont élevés, plus les honoraires de contrôle technique sont élevés, plus les primes d'assurance sont élevées, et même à la fin, plus Stéphane Plaza gagne de l'argent. Et donc on se retrouve dans un scénario où on doit inventer la sobriété, on doit inventer à faire mieux avec moins, mais dès qu'on fait moins, ça veut dire qu'on se regarde tous ensemble dans les yeux en se disant, ça vous dirait qu'on gagne moins d'argent sur cette affaire ? Toi l'architecte, toi l'assureur, toi le contrôleur technique, toi le fournisseur, on va tous ensemble gagner moins d'argent et on va être contents. Eh bien, ce n'est pas un modèle facile à vendre. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver les modèles économiques de la sobriété. Comment est-ce qu'on vend plus de matière grise, plus d'intelligence, plus de temps, parce qu'on ne se fait pas juste les 15% sur la fourniture des pièces chez le fournisseur coréen habituel. Et donc c'est aussi à nous de modifier nos pratiques dans la manière dont on valorise nos métiers. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale et la loi Spinetta et cette révolution techno-industrielle de la construction, c'est principalement les industriels qui ont porté l'amélioration de la performance. On est passé d'une approche du matériau à une approche du produit de la construction. Pour le bonheur de la qualité, parce que globalement, il y a une standardisation, une homogénéisation, une garantie des performances des matériaux et des produits de construction. Mais c'est surtout les industriels qui l'ont porté. Et avec le réemploi et l'économie circulaire, c'est les qualités professionnelles des acteurs de terrain qui va être prédominante, et pas forcément celui de l'industriel. Alors l'industriel, il va avoir des tas de choses à faire, et il est plutôt moteur pour le reconditionnement, pour l'analyse, pour les pièces complémentaires, pour l'exploitation-maintenance. Donc personne n'est exclu, mais enfin, quand on parle de réemploi, ça va être surtout l'excellence des ingénieurs et l'excellence des installateurs qui va mettre en avant, et pas la super performance de tel produit du catalogue. Donc plutôt que de vous dire mon installation elle est géniale parce que mon fournisseur il est génial parce qu'il a un produit génial, l'installation elle va être géniale parce que je suis un ingénieur génial et que je suis un installateur génial. Et c'est pas mal aussi de remettre la valeur sur les hommes et les femmes qui font et pas uniquement sur les industriels qui produisent. En tout cas, c'est un vrai défi pour valoriser mieux la profession parce que ça veut dire plus d'excellence, plus d'expertise, plus de temps pour faire mieux. Et c'est ça peut-être la piste que j'ouvre pour changer les paradigmes économiques, parce que sinon, dès qu'on fera moins, on gagnera tous moins. Et dans nos sociétés, structurer un business plan en disant qu'on va tous gagner progressivement moins, on ne trouve pas beaucoup d'investisseurs. Voilà. Donc c'est ça le défi de notre sujet. Donc moi, je suis content de faire partie des industriels, des institutionnels, mais en réalité, le sujet maintenant, c'est qu'il faut s'y lancer. Et pour finir cette pratique, commençons pas tout de suite par les pièces actives et les équipements qui sont les plus sensibles en termes de performance. Il y a tout un tas d'autres trucs à faire où vous serez d'accord en tant qu'ingénieur qu'il n'y a pas forcément énormément de défis technologiques et de risques. Et puis après, je vais faire un autre point, dernière incise pour conclure, c'est n'oublions pas que le génie climatique, c'est de la construction, mais c'est aussi de l'exploitation et de la maintenance. Au quotidien, les plus grands acheteurs de nos équipements de seconde main sont des exploitants et des mainteneurs qui ont 2 groupes carriers dans leur immeuble. Il y en a un qui tombe en rade, il avait 15 ans, ou 17 ans, ou 22 ans. Est-ce qu'on le remplace par un autre groupe, d'une autre techno, d'une autre puissance, ce qui va être plus compliqué à faire vivre à côté du premier qui, lui, était bien le vieux groupe qu'on avait depuis 25 ans? Est-ce que finalement, retrouver un groupe de la même génération, en termes de gamme de maintenance, de pièces détachées, de régime de fonctionnement, on n'a pas intérêt à maintenir une forme d'homogénéité technologique? Autre sujet, c'est si je gère le plan pluriannuel de travaux et que je sais que de toute façon, le bâtiment, je dois le rénover intégralement dans 2 ans ou dans 3 ans, ou si je suis dans la dernière année de mon contrat d'exploitation-maintenance, est-ce que je vais remplacer à neuf toutes les pièces? Est-ce que je dois corriger l'obsolescence quand je fais de la réparation après un sinistre? Donc il y a toute une série de défis où aujourd'hui c'est objectivement intelligent de mettre des pièces d'occasion quand on répare. Et donc ça c'est aussi l'autre champ des CVC. Je sais que notamment nos clients sont surtout à venir chercher nos produits dans des situations de réparation après sinistre, de débrouillardise dans des phases de maintenance. C'est plus souvent ça qui est notre scénario. Très bien. Sacrée perspective. Et effectivement, gagner moins, il ne faut pas forcément dire vivre moins bien. Alors, avec toutes les
pincettes que peut porter ce propos. Mais effectivement, il y a à gagner à faire cette économie-là. Et alors, du coup, c'est peut-être le moment de se tourner vers la salle, Philippe, pour quelques questions avant de donner la parole à M. Berger pour la conclusion de cette première table ronde. Y a-t-il des questions? Oui, alors je vois une première main qui se lève. Du coup, je vais vous apporter le micro. Oui, bonjour, Pascal Housset. Donc, je suis le président de l'Union du génie climatique pour la Fédération française du bâtiment et président également de la Fédération de la ventilation française. J'avais, oui, plutôt des remarques, c'est que j'ai écouté attentivement vos propos. Moi, je voudrais juste recontextualiser un petit peu ces échanges dans le vrai monde d'aujourd'hui. L'économie circulaire, quand on voit qu'aujourd'hui, on est en train de démonter des millions de chaudières en parfait état de fonctionnement, gaz ou fioul, qui partent au rebut, dont certaines ont été primées il n'y a encore pas très longtemps par des crédits d'impôt, et qui partent à la casse. Parce que si elles ne partent pas à la casse, les gens n'ont pas la prime pour le nouvel équipement, et notamment, je pense aux pompes à chaleur, entre autres. Donc là, l'économie circulaire, je ne vois pas trop où elle est pour l'instant. Et puis, je vous entendais parler de réemploi de groupes froids ou de pompes à chaleur. Ça va être un peu compliqué, les amis, parce que les pompes à chaleur qu'on est en train d'installer aujourd'hui, dans 6 ou 7 ans, il faudra qu'on dise à Mme Michu qu'on ne peut plus la réparer parce que les fluides, je vous rappelle qu'il y a quand même des réglementations européennes aujourd'hui sur les fluides, on ne pourra plus les réparer. Donc l'économie circulaire, oui, bien sûr, et je rejoins ce qui a été dit par Sekelup dans l'exploitation. Effectivement, aujourd'hui, si on veut réparer bon nombre de produits, on est bien content de récupérer des pièces qui permettent de maintenir en vie un certain nombre d'équipements. Mais par contre, dans la vraie vie, sur les produits génie climatique, ça va être compliqué, ce l'est déjà. Donc il y a des vrais sujets là-dessus. Merci. Qui veut peut-être réagir par rapport à cette intervention très opérationnelle, pragmatique? Juste sur le fait qu'effectivement, on va changer un certain nombre de chaudières, en particulier fuel ou autres. Les mettre au rebut ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recyclage. Donc, je suis d'accord avec vous, on va peut-être effectivement sortir et mettre au rebut, pour prendre votre expression, des produits qui pourraient continuer de fonctionner. Ça fait partie des problèmes de la transition. Quand on passe d'un monde à un autre, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, ça en fait partie. Pour autant, si ces chaudières-là vont dans des circuits de recyclage et qu'on arrive à en recycler en suivant 50, 70, 90 ou 95%, c'est quand même beaucoup de métaux. Donc c'est des circuits très classiques de recyclage, même si, comme l'a dit Philippe Buix, quelquefois, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce qu'il y a plein d'éléments de trace, etc. Donc oui, c'est une contradiction, et en même temps, si c'est recyclé, on va toujours gagner ça. Je vais ajouter un complément, c'est que derrière le concept de réemploi, il y a aussi le réemploi de tout ce qui est en amont du chantier. Je rappelle qu'en France, 7% des matériaux de construction sont fabriqués et jamais mis en œuvre. Et après, ils sont détruits. Ils finissent au bout d'une ligne de production, dans un vieux stock de négoce, dans vos entrepôts et ateliers dans lesquels vous gardez tous sous le coude 2-3 trucs qui vous restent d'un vieux chantier. Comme dans mon garage. Voilà. Des tas de trucs qu'on garde pour plus tard et puis qu'à la fin, quelqu'un jette. Et donc, ces 7% des matériaux de construction, c'est aussi un gisement de réemploi sans risque technique ou technologique majeur. C'est la chaudière qui a pris un coup parce que la tôle est raflée. C'est la fin de série de la référence Eliance 22 qui est remplacée par la référence Eliance 23. Et donc l'interrupteur, par dizaines de milliers, on les fout à la benne. Et donc il ne faut pas se mettre en risque. On peut aussi travailler sur le réemploi de ces matériaux qui sont en fait des déchets de négoce et pas des déchets de déconstruction. Et rien qu'avec ces 7%, ça fait quelques tonnes de carbone qu'on a sous le coude pour progresser. Et il n'y a pas de risque industriel et technologique. Là, on parle bien de produits qui n'ont jamais été mis en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres réactions?
Moi, j'avais une question justement par rapport à l'économie circulaire. Est-ce que l'économie circulaire est quelque part une lubie française, ou est-ce qu'on retrouve cela dans différents pays européens, voire mondiaux? Non, c'est pas du tout une lubie française. D'ailleurs, ça vient pas vraiment de la France. C'est partout. Enfin, tous les pays développés et tous les pays industriels. La Chine s'intéresse aussi. Enfin, la Chine, d'ailleurs, a été un des premiers pays à faire une loi sur l'économie circulaire dans le milieu des années 2000. Voilà. Alors, l'économie circulaire, jusqu'à présent, c'était beaucoup la partie très aval, c'est-à-dire le recyclage. Voilà. Petit à petit, on remonte. On a beaucoup parlé de réemploi, réutilisation, etc. On n'a pas parlé d'éco-conception, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'éco-conception. Donc pour les étudiants, l'éco-conception, c'est de regarder les impacts environnementaux de la fabrication d'un produit et essayer de minimiser ces impacts ou un certain nombre de ces impacts. Je vous la fais courte. Non, enfin, tous les pays développés, tous les pays qui ont des processus de fabrication font de l'économie circulaire, s'engagent sur une économie plus circulaire. Voilà. Après, la sobriété, ça, on voit bien dans les débats d'aujourd'hui, c'est autre chose. Mais sur l'économie circulaire, globalement, oui. Vous savez que l'essentiel de notre réglementation vient de l'Union européenne. Il y a eu un paquet européen économie circulaire à la fin des années 2010 qui a été traduit par ce qu'on appelait des feuilles de route économie circulaire, d'abord nationales puis régionales, et qui sont devenues, avec Brune Poirson, la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, qui est assez récente, mais dont les décrets d'application ont fusé. Et quand on voit un certain nombre de textes réglementaires qui sont perdus dans la production de la loi opérationnelle et des normes professionnelles, dans le secteur de la construction, si elle est une vitesse folle pour être traduit un peu dans la RE 2020, un peu dans les REP, un peu dans le diagnostic PEMD, et tout ça, les décrets d'application sont vivants. La raison, ce n'est pas une soudaine efficacité de l'appareil français à produire de la norme à partir de la loi européenne, c'est que c'est un enjeu de balance commerciale. C'est que je vous rappelle qu'on importe nos matériaux de construction et que nos chantiers s'arrêtent quand on n'arrive plus à les importer. Et donc c'est un vrai défi pour sauvegarder la filière que de renationaliser une partie de nos filières d'approvisionnement, et le réemploi est une option pour ça. Donc ce n'est pas uniquement par soudain souci d'efficacité dans la production de textes, mais vraiment un défi national pour la balance commerciale, parce que nos produits sont rarement made in France. Je fais un tout petit complément, donc, qui est complètement en dehors du national et de l'Europe. Donc, puisqu'il était cité développement d'économie circulaire dans les pays développés, je rappelle juste que dans les pays moins développés, il y a de l'économie circulaire contrainte depuis de très nombreuses années et qu'il y a énormément de leçons à apprendre donc, chez eux. Très bien. En tous les cas, ce sujet d'économie circulaire fait le grand écart qui fait mal aux adducteurs parfois entre la mondialisation, les transports et la nécessité du local. Puisque finalement, je démonte à un endroit, je ne vais pas l'envoyer au bout de la Terre ou même au bout de la France. Il y a une réalité géographique. Et puis, sous couvert de ça, donc cette mondialisation, il y a des stress. Et ces stress, c'est la pénurie de matière qui fait que certains fabricants se sont vus rallonger des délais jusqu'à 6 mois, pour ne pas dire même parfois 1 an. Donc comme la nature a horreur du vide, ces stress devraient faire émerger ou accélérer peut-être des nouvelles filières, peut-être des nouveaux métiers. Merci pour... Moi, j'avais quand même une dernière question, parce qu'on n'est pas allé au bout du bout. C'est-à-dire, on parle économie. L'économie aujourd'hui, notre économie, elle est basée sur le capital, la financiarisation. Un industriel, il a pour objectif de vendre plus, toujours par rapport à un quantitatif. Est-ce que cette notion d'économie circulaire, quelque part, ne va pas bousculer en fait, cette approche qui va... quelque part, amener peut-être un industriel qui va s'engager dans le temps, dans l'installation, l'exploitation, la récupération en fait, de ces produits? Elle bouscule complètement l'économie. C'est évident que passer d'une économie où on essaie de produire toujours plus, que les gens, les entreprises consomment toujours plus, où là, on passe à quelque chose où on va consommer moins.
C'est un business model très différent. Je parlais d'économie de la fonctionnalité. Ceux qui font le passage d'une économie du produit à l'économie du service, c'est un changement complet. Et même au-delà, donc il y a le modèle économique, mais se pose la question, par exemple, du marketing, se pose la question de la rémunération des commerciaux. Vous avez des commerciaux habitués à la commission pour vendre des produits, d'un coup c'est au service, etc. C'est un changement radical, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit en B2B ou en B2C. Seb, par exemple, essaie d'évoluer en partie vers l'économie de la fonctionnalité. C'est radical comme changement. Si je produis des produits qui sont réparables, réutilisables, réemployables, au lieu de vendre une machine à laver tous les 7 ou 10 ans, je vais vendre une machine à laver tous les 20 ans. Donc ça veut dire que mon business model doit être différent. Ça veut dire aussi que le prix des produits n'est pas forcément le même. Et donc quand on parlait effectivement de prix, c'est revenir, parce que ça existait déjà, à des produits qui vont être plus chers parce qu'ils vont être utilisés plus longtemps. Voilà. Donc, dans nos scénarios, par exemple, dans le scénario 1, l'industrie française produit 38% de moins qu'aujourd'hui en volume. C'est quoi voilà. Et puis, dans le scénario 2, c'est 26%. C'est énorme. Donc, c'est quoi le modèle économique de l'industrie dans ces scénarios-là? D'ailleurs, c'était finalement la parole qui vous est donnée pour la conclusion de cette table ronde. Donc, j'imagine que c'était une des parties de votre conclusion. Peut-être que vous souhaitiez la compléter. Oui, alors je ne vais pas conclure parce que c'est un sujet qu'on ne conclut pas. Moi, j'ai retenu en gros 4 points. Que tout ce qui est autour de l'économie circulaire, et en particulier, on a beaucoup parlé réemploi, réutilisation, y compris dans le bâtiment, c'est absolument pas un sujet qui démarre. Enfin, alors bon, quand on est des professionnels, on le sait, mais je trouve que c'est important de montrer, notamment aux étudiants, que même s'il y a encore énormément de choses à faire, on commence à avoir des pratiques très, très fortes. Et qu'on a parlé de changement de paradigme d'économie. Ça a été dit, on peut aussi commencer par le moins risqué, entre guillemets. Alors soit on a parlé d'équipements qui ne posent pas de problème de performance, mais on peut parler de gaspillage aussi, c'est-à-dire ces 7% de produits qui ne sont pas utilisés. J'allais dire, ça gêne personne qu'on les utilise, entre guillemets, et ça fait faire des économies. Ça pose quand même le problème, on l'a vu, ça a été évoqué à la fois par M. Curling, puis dans la question tout à l'heure, c'est le problème de la transition, c'est-à-dire que les équipements, même neufs qu'on met aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, effectivement, on pourra facilement les réemployer, voilà. Mais c'est la transition, c'est-à-dire que effectivement, les équipements qui sont là aujourd'hui ne sont pas forcément réutilisables et réemployables. Le deuxième point, c'est, je crois, extrêmement important pour la profession, c'est que l'assureur n'est pas un frein. Et que effectivement, et on l'a vu aussi tout à l'heure avec M. Duprat, il faut discuter. En fait, lorsqu'on arrive avec quelque chose de nouveau, il faut discuter. Et a priori, l'intelligence humaine nous aide à trouver des solutions. C'est plutôt une bonne chose que l'intelligence humaine, dans certains cas, soit mise en avant. Le troisième point, on a évoqué tout le problème de la garantie de la performance. Et effectivement, dans le bâtiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, comment on arrive effectivement à sortir du neuf avec des choses qui étaient bien carrées, qui, entre guillemets, rassuraient tout le monde. Même si, vous l'avez dit pour les panneaux solaires, mais c'est vrai pour tout, il y a de la mauvaise mise en œuvre. On a évoqué, je crois que c'était monsieur, c'est 10% du chiffre d'affaires qui est du secteur du bâtiment qui est lié à une non-qualité dans la construction. Et puis je terminerai par ce dont on n'a pas parlé ou quasiment pas parlé et qui me paraît extrêmement important. Il y a 2 points. Il y a tout ce qui est évolution d'ordre réglementaire, même si dans les propos qu'on a entendus, c'est plutôt rassurant, oui, la réglementation peut être un frein, en particulier dans la construction. Donc je pense que c'est important aussi de faire évoluer la réglementation, quelle qu'elle soit. Je prends un exemple, on parle beaucoup, la TVA, on peut l'appeler environnementale, écologique, comme on est. Est-ce qu'effectivement, on ne différencie pas dans la TVA des produits labellisés, plutôt intéressants pour l'environnement par rapport à d'autres qui ne le sont pas? Et puis, on n'a pas parlé très peu de comportement et d'évolution de comportement. Donc là, dans le bâtiment, il y a 2 personnes qui sont importantes. Il y a l'usager. On a parlé effectivement... c'est l'usager qui va faire que la performance va être en rendez-vous ou pas.
qui va accepter un produit d'occasion ou pas, parce que ça peut être aussi un problème. Et puis sur le professionnel, ça a été évoqué, il faut changer un petit peu le modèle, prendre d'autres habitudes. On l'a vu avec M. Duprat, ne serait-ce que par les fournisseurs. On a des habitudes avec les fournisseurs, et si finalement on veut rentrer vers les professionnels d'une autre façon, on se heurte aux habitudes, donc on se moule dans les habitudes actuelles, on leur offre le service qu'ils ont l'habitude d'avoir, et en même temps on voit bien, notamment sur les délais de livraison, c'est vrai pour les usagers, oui, si on ne peut pas avoir un pantalon en 24 heures, c'est peut-être pas un gros problème, ça peut être plus problématique, notamment en termes de planning pour les entreprises du bâtiment, mais effectivement s'habituer à ce qu'on n'ait pas tout de suite. Voilà, et puis moi j'ai beaucoup aimé les formes de communication de l'AQC, parce que je pense qu'effectivement c'est important, y compris auprès des professionnels, de faire passer de la communication au-delà des documents techniques auxquels on a l'habitude, les podcasts, la BD, etc. Voilà, je trouve que c'est un moyen de faire passer de façon différente nos messages. Il y a encore plein de choses à faire. Très bien, merci. En tous les cas, je vous demande d'applaudir cette première table ronde.